Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart, chaque jour du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles. En première ligne aujourd'hui, nous serons avec une DRH, alors évidemment elle est en première ligne, DRH d'ING France, une banque en ligne, une institution bancaire. Comment gère-t-elle cette crise? On lui posera la question dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle, les entreprises libérées, on en a parlé sur ce plateau, résistent-elles mieux à la crise? On en parle dans quelques instants avec Jérémy Cléda. Le cercle RH, notre débat, la reprise d'entreprise. Vous voyez, dans un contexte de crise, il y a un enjeu pour l'emploi fondamental. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu et il faut sauver nos joyaux du tertiaire, mais aussi nos joyaux industriels. On en parlera avec les experts. Et puis à la fin de notre émission, vous connaissez le rendez-vous hebdomadaire, c'est le livre de Bismart, un livre écrit par une Française. Elle a démarré à Alençon, elle vit aujourd'hui aux États-Unis. C'est une success story. Elle fait du networking. Elle nous le racontera, son histoire et son livre. Elle sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, en première ligne, c'est tout de suite, c'est notre première rubrique. En première ligne, alors malheureusement nous ne serons pas, comme on dit, en visio pour des raisons techniques, nous serons par téléphone avec Emeline Bourgoin, DRH d'ING France. Bonjour Emeline. Bonjour. Alors vous êtes, je le précise, vous auriez dû être avec nous évidemment sur ce plateau, mais vous êtes un cas contact, tout le monde a bien compris tous ces enjeux des cas contacts, donc vous êtes à l'isolement. J'imagine vous avez la tête devant votre ordinateur et votre téléphone, vous travaillez à distance évidemment. D'abord un petit mot pour rentrer, j'allais dire, dans le dur. ING a perdu en 2020 41% par rapport à l'année précédente de chiffre d'affaires. J'imagine que là, vous êtes dans une situation délicate. Alors, je rappelle que vous êtes une banque et une institution financière. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une situation où, effectivement, la banque, au global, est impactée par la situation actuelle. Maintenant, les impacts sur la France sont actuellement en cours d'investigation et on n'est pas dans une situation si dramatique, mais effectivement, il faut aussi qu'on préserve l'emploi et notre activité. Donc, on travaille là-dessus d'arrache-pied avec nos équipes business. Il y a un débat sur les banques traditionnelles qui elles-mêmes se sont mises à se mettre en ligne, à créer en tout cas des outils pour concurrencer ces banques en ligne qui ont moins de salariés. Et paradoxalement, vous avez comme une baisse de 41% de vos bénéfices trimestriels. C'est assez paradoxal parce que j'avais le sentiment que les Français, les Européens plébiscitaient ces banques en ligne. Ah oui, ça c'est sûr. Les banques en ligne ont la chance de pouvoir avoir un contact direct avec leurs clients actuellement. Il faut savoir aussi que ING en France est la banque d'investissement et de financement côté wholesale banking, donc la banque d'affaires, et c'est plutôt sur ces activités-là qu'on constate quand même une baisse de notre résultat, lié notamment, on va dire, à aussi des prises de position du groupe quant au risque pris. Donc voilà, donc c'est surtout cette activité-là qui est impactée. La banque en ligne, côté retail, on va dire, continue à avoir une activité soutenue. Mais c'est important de l'entendre, de savoir que c'était la partie finance, avec des prises des positions peut-être hasardeuses. Vous, en tant que salarié, DRH de cette entreprise, comment vous gérez la crise? Comment d'abord vous l'avez gérée lors du confinement 1 et comment vous la gérez aujourd'hui, compte tenu que, je le rappelle, vous êtes au téléphone et confiné, puisque cas contact. Donc même pour vous, ça doit être compliqué. Alors, pour nous, très concrètement, la priorité, c'était la santé de nos salariés. Donc, on a vraiment mis toute notre énergie pour préserver nos collaborateurs et également pour poursuivre l'activité à un bon niveau auprès de nos clients. Et la deuxième vague, en fait, on ne s'est pas posé de questions. On a continué comme nous avions fait pour la première vague, c'est-à-dire mettre 97% de nos collaborateurs en télétravail. Puisqu'il y a certaines fonctions là qui sont difficilement gérables à la maison, notamment le traitement des chèques. Vous imaginez, c'est très compliqué, mais ça signifie qu'on a une quinzaine de collaborateurs qui restent sur site. Le reste
être bien chez soi. Et donc on accompagne tout ça avec évidemment beaucoup d'investissement de la part de nos équipes tech, et notamment pour donner tous les moyens et pour sécuriser au maximum aussi tout le travail qui est fourni par nos équipes de front. Émeline Bourgoin, avant de nous quitter, vous avez, vos équipes, réalisé un sondage sur le moral de vos équipes, parce qu'on en parle beaucoup sur ce plateau, le déconfinement, c'est aussi parfois de l'isolement, des difficultés à créer, recréer ou revivre du lien social. Qu'est-ce qui en sort de ce sondage ? Alors, il en ressort que près de 1 collaborateur sur 4, 24% au total, déclarent vivre le deuxième confinement moins bien que le premier. 38% le vivent mieux quand même et 38% sont relativement neutres. En fait, les collaborateurs attendent beaucoup que l'entreprise les aide à mieux travailler à distance et à se projeter dans ce, on va dire, new normal, le nouveau normal qui va être de notre vie dans le futur. Et effectivement, mon équipe travaille d'arrache-pied avec les équipes business pour mettre en place des pratiques et les moyens nécessaires pour faire face à cela. Et petit à petit, on digitalise quasiment tout, que ce soit nos initiatives sur l'équilibre vie perso, vie pro, avec des cours de yoga, de sport à distance, etc. Mais aussi nos pratiques RH, que ce soit le onboarding, le recrutement. On fait 100% remote aujourd'hui, donc tout ça, ça nous permet quand même de continuer à avoir une activité soutenue. Et même en termes de formation, par exemple, on a complètement digitalisé nos process de formation et d'onboarding, notamment côté centre d'appel, ce qui était il y a 8 mois même pas envisagé en fait. Donc voilà, donc ça nous permet d'aller plus vite aussi. Petite révolution, j'irai à marche forcée. Merci Emeline. Est-ce que vous acceptez, d'abord prenez soin de vous évidemment, parce que vous êtes un cas contact, on est toujours un peu inquiet dans ces moments-là, parce qu'il faut attendre ces fameux 7 jours pour se faire tester, si j'ai bien compris. Et puis vous nous ferez le plaisir, peut-être quand tout sera rentré dans l'ordre, j'espère un jour, de revenir sur le plateau pour nous faire un point, cette fois-ci en présentiel. Vous êtes d'accord ? Grand plaisir. Bon, écoutez, à très bientôt. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Smart Job. Je rappelle que vous êtes la DRH d'ING France. On ne dit plus ING direct. Vous n'allez pas me contredire. Exactement, bravo. Ouais, bravo. Merci Emeline. À très bientôt. La suite de nos programmes, Working Progress, avec nos invités, les invités de Welcome to the Jungle, c'est tout de suite. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec Jérémy Cléda, aujourd'hui avec moi, cofondateur de Welcome to the Jungle, faut-il le préciser. On va s'intéresser à un sujet dont on a déjà parlé, mais qui est un sujet central, encore plus aujourd'hui dans cette période de crise. On explique que le management est un peu en difficulté. On parle des entreprises libérées. Oui, tout à fait, Arnaud. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques mois sur le plateau. L'entreprise libérée, pour s'en souvenir, c'est un modèle qui promeut la liberté individuelle, la responsabilité des personnes. Quand on dit ça, ça semble quand même bien collé à la période actuelle, au télétravail, qui clairement promeut aussi ce genre de valeurs. Et donc la question qu'on se posait, c'est est-ce que ce type de modèle d'entreprise libérée, c'est ce qui correspondrait le mieux aux entreprises pour répondre à ce type de crise. Et on a le pionnier avec nous en la matière. Bonjour Jean-François Zobrist. Bonjour, comment allez-vous tous ? Vous êtes l'ancien directeur de la Favi et justement il y a 30 ans, vous avez initié ce modèle d'entreprise libérée. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la théorie qui se cache derrière ce mot, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment ça fonctionne et surtout vous, ce qui vous avez motivé à mettre ça en place il y a 30 ans ? Alors, d'abord, ce n'est pas un modèle, c'est un témoignage. Le management, c'est la science des hommes et tous les hommes sont différents. Donc, l'entreprise libérée, c'est un témoignage de fonctionnement. Après, c'est à chacun de s'adapter. Alors, le mot entreprise libérée est inventé dans les années 2005 par Isaac Getz, et ça a fait fureur. Mais nous, quand on a démarré ça, on parlait du bon sens. Et nous, le bon sens, ça nous a poussé à dire la météo, avec 550 stations au sol, 10 satellites, prévoit rien de très valable à plus de 48 heures, tout ça en suivant des paramètres absolus, c'est des températures, c'est des choses qu'on ne peut pas discuter. Donc nous, on est dans le présent. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'au fur et à mesure que cette pandémie se développait,
le monde entier revenait dans le présent. C'est chaque jour qu'on décide les choses. Hein, on n'a pas de business plan, on a laissé tomber les budgets, toutes ces choses-là, tous ces jeux de rôle inventés par la structure. On est dans le présent. En fonction du nombre de morts, on décide ce qu'on fait le lendemain. D'accord ? Après, le bon sens nous a poussé à penser que c'est celui qui fait qui sait. Et donc, on a accordé toute l'attention aux ouvriers. Et là, on accorde toute l'attention aux soignants. Voilà, d'un coup, on a découvert ce peuple de soignants qu'on ne connaissait pas. On leur exprime de la reconnaissance. Parce que les gens travaillent pour avoir de l'argent, mais aussi pour avoir de la reconnaissance. Et nous, on a développé tout un système de récompense de la reconnaissance au niveau des ouvriers. Hein. L'autre chose, c'est qu'on donne le pouvoir aux gens de terrain. Notre président de la République dit on va interdire les plages, sous réserve que le préfet local ou que le maire local fasse ceci. Hein. On va faire ça dans les écoles, sous réserve que les parents d'élèves, etc. On donne le pouvoir aux gens de terrain. Les objectifs nous ont poussé, nous, à aller vers les objectifs qui soient subjectifs. Nous, ce qu'on veut, c'est rester dans notre village. Et pour rester dans notre village, on s'est dit, il faut que le client nous aime. Hein. Et pour que le client nous aime, on a décidé de plus augmenter les prix de vente. Mais on n'a pas augmenté les prix de vente pour faire de l'argent. On a fait ça pour rester dans le village. Et là, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, c'est diminuer le nombre de morts. C'est l'objectif qui est le plus élevé qu'on puisse imaginer. Dans cette pandémie, on ne parle plus d'argent. On ne parle plus d'argent du tout. Mais Jean-François, Jean-François, juste, vous êtes en train de nous modéliser l'entreprise libérée dans le contexte Covid, c'est-à-dire que vous essayez de la relier à ce que nous vivons parfois douloureusement, parce que c'est vrai que c'est une situation difficile pour les salariés, pour les Français. Mais il y a quand même la structure dans cette crise Covid, elle est très critiquée, il y a une technocratie, il y a des échelons intermédiaires, il y a des fonctionnaires au ministère de la Santé, il y a des débats. C'est pas aussi simple que ça, évidemment, on félicite les infirmières, mais il y a quand même une technostructure. Oui, mais la technostructure, elle est chantée. Regardez le premier confinement, qui a été très plus dur que maintenant. On a eu à manger, on a eu à boire, l'électricité, les poubelles étaient enlevées, alors que la France, toute la structure de la France était paralysée. C'est là où on peut se poser la question, à quoi elle sert cette structure? Dans l'entreprise libérée, dite libérée, l'entreprise du bon sens, il n'y a pas de N+1, il n'y a pas de N+2, il n'y a pas de RH. L'homme qui considère l'homme comme une ressource, c'est honteux. Le RH, ça ne devrait pas exister, ce truc-là. Hein. Les commandes arrivent directement dans des cellules d'ouvriers, qui, en fonction des commandes, s'autogèrent, définissent qui est sur quelle machine, etc. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Regardez le télétravail. Le télétravail, il s'avère que j'ai la fille d'un ami qui est responsable logistique à assez haut niveau, dans une société qui fait un produit de grande consommation quand on est en crise, comme le papier hygiénique. Ils ont fait 50% de plus de leur vente habituelle, parce qu'elle disait je peux appeler directement les usines. Et en 24 heures, parfois en 12 heures, les usines passent dans l'emballage routier en ferroviaire. Normalement, il m'aurait fallu une semaine, parce que je passais par le N+1, le N+2, tous ces gens-là qui passaient de l'autre côté par N+1, N+2, qui mettaient leur grain de sable en disant attention, le plan stratégique, en fait des trucs inutiles. Je trouve que cette crise révèle que dans l'urgence, le monde entier a adopté les principes de l'entreprise libérée, où on fait tout reposer sur ceux qui font. D'accord ? Est-ce que c'est pas ça finalement qu'il nous fallait? Parce que vous étiez un peu un cas à part, mais quand on voit un peu l'histoire de l'entreprise libérée, comment ça s'est fait, finalement, il y a plein d'entreprises qui ont adopté ça parce qu'en fait, elles étaient en train de mourir et qu'elles se sont dit, j'exagère un peu, mais foutu pour foutu, testons ça et voyons si ça marche, et ça a marché. Est-ce que là, c'est pas l'occasion de changer un peu les choses? Alors, vous avez raison pour beaucoup d'entreprises, mais des entreprises comme la Sodexo qui vont très bien ont compris qu'il fallait faire le bonheur des salariés et que le fait de faire confiance aux gens, hein, d'appliquer le principe de Ford qui disait il n'y a qu'un ouvrier sur 1000 qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste, c'est de ma faute. J'ai mis en place un système qui permet à un bon ouvrier de faire des pièces mauvaises. La Sodexo, elle n'a pas fait ça pour sauver. Alors c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont pris ça comme planche de salut, mais c'est un retour au bon sens. Je crois que l'entreprise libérée, d'où ça vient le problème actuel? C'est les 30 glorieuses. C'est quoi les 30 glorieuses? Moi, j'étais programmé pour faire la guerre, comme tous les 40 ans. Mon arrière-grand-père a fait Napoléon, l'autre a fait 70, 14, 40, 80. J'étais officier dans les fusées à tête nucléaire. Je fais pas la guerre. Et partant de la cuvette émaillée de ma jeunesse, qui était la salle de bain, la machine à laver le linge, la machine à vaisselle, j'invente tout ce qui vous entoure. C'est moi qui ai inventé tout ce qui vous entoure. Hein, la machine à calculer, le téléviseur, le réfrigérateur, etc. Et j'ai créé de l'argent comme jamais dans l'histoire de l'humanité.
Et c'est là que les parasites sont arrivés. Ils nous ont dit on va faire des business plans. Hein, il faut plus d'argent alors. Jean-François, il faut plus d'argent parce que quelque part votre système parfois il est critiqué, on peut se le dire, il est ébranlé. On vous dit c'est trop bienveillant, c'est un peu marxiste, ça remet en question le capitalisme. Vrai ou pas vrai tout ça? Mais bien sûr, ça remet en question. On donne le pouvoir aux ouvriers. C'est du marxisme. C'était le vrai. Le vrai marxisme. Ouais. Et Jean-François, alors si on va un peu au bout de votre réflexion, oui. Comment on fait? Alors vous parliez de Sodexo. Comment vous faites quand vous êtes un grand groupe, que vous allez au fond de ces préceptes et que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être 30, 40%, 50% de vos équipes actuellement en fait, qui ne contribuent pas comme vous le souhaitez, qui font des jobs qui peut-être n'ont pas suffisamment de sens pour rester. Comment on fait alors parce que le virage, il peut être catastrophique aussi pour les emplois, etc. Si vraiment on va au bout un peu de votre démarche. Non, il faut mettre les gens compétents dans leur niveau de compétence. Napoléon a créé Polytechnique pour des ingénieurs pour faire des ponts, des routes et des tunnels. Aucun de ces maréchaux, aucun de ces généraux n'avait fait Polytechnique. D'accord, hein? Et Napoléon disait de même, la stratégie s'arrête au premier coup de canon. Après, on s'adapte en fonction des circonstances. Et ça, il faut du bon sens pour faire ça. D'accord? C'est pas un polytechnicien qui peut faire ça. Le polytechnicien, il faut le mettre au bureau d'études, en équipe. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, en 83? Pour qu'on restait dans notre village, pour que le client nous aime, on s'est dit, on ne va plus augmenter les prix de vente. Et pour ne pas augmenter les prix de vente, on s'est dit, il faut qu'on mette, bien sûr, nos machines en équipe et nos mains. Mais vis-à-vis de la Tunisie, qui était le concurrent de l'époque, la Chine n'existait pas à l'époque, hein, on s'est dit, c'est nos cerveaux qu'il faut mettre en équipe. Les polytechniciens, il faut mettre en bureau d'études, en équipe, sur la route pour vendre, mais pas en fabrication. Ils ne savent pas gérer les hommes. Hein. On prend des mecs qui sont les premiers de leur classe en maths, et c'est pas avec les maths qu'on gère les hommes. Ils ne connaissent pas Tsun Tse, ils ne connaissent pas Jean-Christian Fauvé, ils ne connaissent pas Karokita, ils ne connaissent pas tous ces gens qui parlent de l'homme, qui parlent du management, science de l'homme, par l'homme pour l'homme. Alors ils inventent des entretiens d'évaluation. On met des chiffres sur les hommes. Vous êtes un humaniste. Si on devait résumer votre pensée, parce qu'il y a un débat stratégique, vous dites qu'il faut supprimer les structures, le millefeuille, ok. Mais quand vous parlez comme ça, j'ai l'impression d'entendre un humaniste, quelqu'un qui a pris beaucoup de hauteur sur le système. Non, c'est du bon sens. Je ne suis pas un humaniste. Moi, je suis quelqu'un de bon sens. C'est du bon sens que de penser que c'est celui qui fait qui c'est. C'est du bon sens que de savoir que si la météo et ces moyens-là prévoient rien plus de 48 heures, les business plans, les budgets, c'est des jeux de rôle inventés pendant les 30 Glorieuses par la structure pour justifier l'argent que j'ai généré pendant les 30 Glorieuses. C'est là que la structure s'est créée. Et on a cru que c'est grâce à eux qu'on gagnait de l'argent. Et maintenant, quand on est arrivé au bout du système, hein, on emprunte 1 milliard. On empruntait avant la crise, là, 1 milliard tous les jours pour continuer à faire durer ce système où il y a des jeux de rôle qui ont pris le pouvoir sur la réalité. Le propre de l'entreprise de bon sens, dite libérée, c'est qu'il n'y a pas de jeu de rôle. Il n'y a aucun jeu de rôle. On pose les masques. Merci Jean-François Zobris. Je rappelle retenez en conclusion qu'il y a 600 entreprises qui travaillent comme ça en France. Hein. Oui, bien sûr. Des grosses, des petites, des moyennes. Hein. Oui, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est clair que l'entreprise libérée, on a eu des invités dans Welcome avec des jeunes créateurs d'emplois, des jeunes start-upers qui sont dans votre exactement dans votre philosophie. On va en recevoir un dans Travailler demain. Jean-François Zobris, merci. Vous êtes venu justement avec Isaac Gates sur ce plateau. Ça avait été une émission assez incroyable d'ailleurs. Ex-directeur de la Favi, c'est des pièces en fonte hein, pour être précis. L'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux. Votre livre, votre histoire, des anecdotes, livre que j'ai lu qui est passionnant, sorti au Cherche Midi. Voilà. Merci Jean-François. Merci. La suite de nos programmes, Jérémy, on reste hein, dans cette thématique justement parce que là on avait un peu le penseur, celui qui porte depuis des années cette philosophie. Puis là on a un chef d'entreprise dans Travailler demain. C'est tout de suite. Restez avec nous. Travailler demain, on reste dans cette philosophie, il est bien question de philosophie avec l'entreprise libérée, avec une entreprise justement là qui met en action, qui met en œuvre cette entreprise libérée. Exactement. Bon, avant on était vraiment avec le pionnier du sujet, vous l'avez vu, d'ailleurs ça crée toujours un débat passionnant, passionné. Et c'est intéressant de voir aussi comment des entreprises peut-être plus jeunes, mais se sont emparées du sujet et le vivent aussi dans une période un peu différente. On est avec Stéphane Rios. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êt le fondateur de Fasterize. En un mot, hein, vous êtes une société de web performance. Donc d'ailleurs, dans un univers complètement différent de celui de Favi. C'est intéressant. D'ailleurs, on va voir si le sujet d'entreprise libérée
Il s'adresse à tout type de secteur. Vous avez mis ça en place pour votre entreprise. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous dire ce que vous faites et puis surtout pourquoi vous êtes amené à vous intéresser à ce sujet d'entreprise libérée? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Bien sûr. Rapidement, Fastorize, c'est une solution qui accélère l'affichage des sites web, tout simplement. Et puis, pourquoi on a mis ça sous forme d'entreprise libérée? Surtout en réaction à ce que je voyais. Donc, Fastorize a été créé en juillet 2011 et je sortais d'une expérience pas forcément sympa en termes de management. Je voyais autour de moi des gens pas heureux dans des systèmes hiérarchiques pyramidaux poussés à l'extrême avec des matrices de management, etc. Et donc, voilà, j'ai pris le contre-pied de ça sans savoir que c'était de l'entreprise libérée. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui qui vous rapproche un peu de ce modèle de management pour que, je sais pas, quelqu'un qui s'y intéresse comprenne l'effort, par exemple, qu'il doit faire pour transformer son entreprise? Alors, le principe, c'est qu'on considère tous nos collaborateurs comme des adultes et donc capables de prendre des décisions. Le constat, il est simple. Chaque collaborateur, avant de passer la porte de l'entreprise, il est capable d'avoir des projets, des enfants, d'acheter une maison, une voiture, etc. Et il n'a personne sur le dos pour le pousser. Eh bien, dans l'entreprise, c'est la même chose. Il ne change pas en passant le pas de la porte de l'entreprise. Et donc, c'est ça le principe. Chacun est capable de prendre des décisions, y compris des décisions impactantes pour l'entreprise. C'est encore aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. On a fait bien sûr plein d'ajustements au fil du temps, puisque ça fait maintenant 9 ans que Fastorize existe. Il y a des choses qui n'existaient pas jusqu'au tout démarrage, et puis il y a des choses qu'on a progressivement mis en place. Par exemple, c'est quoi justement ces ajustements? On était fondamentalement contre la notion de manager, et puis parce qu'on pensait que chacun était autonome et responsable. Et puis en fait, ça veut pas dire manager, veut pas dire qu'il ne faut pas un peu de management. Et on s'est un peu trompé là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas parce que effectivement il n'y a pas de hiérarchie qu'il faut pas mettre en place un peu de management. De l'organisation. De l'organisation. Alors moi je vois ça plutôt sous la forme de s'occuper des gens, faire en sorte qu'ils progressent, faire vraiment le côté humain, puisque finalement, est-ce que gérer des vacances ou gérer ou même des salaires, est-ce que c'est le rôle d'un manager? Est-ce que c'est très intéressant? Je ne crois pas. Non, mais par contre, avoir des relations régulières avec ses collaborateurs et puis les faire progresser, je pense que oui, ça c'est important. Stéphane, un mot sur ce qu'on vit actuellement, sur ce qu'on vit depuis mars. Parce que c'est la question qu'on se posait au tout début sur le plateau avec Arnaud, est-ce que selon vous, ce modèle d'entreprise libérée, ou de bon sens d'ailleurs, comme on en parlait avant, est-ce que c'est un modèle qui, selon vous, permet à l'entreprise de mieux passer cette crise, d'être plus résilient, d'ailleurs autant au niveau de l'entreprise que des personnes qui sont dedans? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que ça permette de passer la crise plus facilement. En termes d'organisation, c'est plus facile. Nous, on était déjà organisés en télétravail pour une bonne partie de l'entreprise. Donc, du jour au lendemain, on est confiné. Voilà, il ne s'est rien passé de spécial. Chacun est resté chez soi avec les outils habituels. Est-ce que c'est pas parce que dans votre entreprise, le télétravail est évident parce qu'il y a cette logique de confiance, de responsabilisation par rapport à deux entreprises qui pourraient vivre ça un peu de manière... Oui. Enfin, le télétravail était une évidence from day one, quoi. On a commencé comme ça. Moi, je suis déjà pas à Paris, donc l'entreprise a ses bureaux à Paris et je n'y suis pas. Donc on a commencé forcément en télétravail. Et pour tout vous dire, on a pris la décision suite à ce deuxième confinement d'arrêter d'avoir des bureaux, voilà, tout simplement. Ah oui, là, vous n'avez plus de bureau, c'est-à-dire que vous êtes en full remote. Le temps de laisser notre bail, mais oui. Donc vous êtes libéré, même physiquement.
Bah ouais, payer un loyer en plein centre de Paris pour que personne n'y vienne, 2 fois, ça suffit. Mais avant de nous quitter, c'est une question qu'on a posée hier sur le plateau avec un chef d'entreprise qui passait à la semaine des 32 heures, enfin la semaine des 4 jours. Vous êtes tellement en train d'épurer le concept de l'entreprise que vous vous sentez patron encore ? Oui, de plus en plus. Justement, ça fait partie peut-être aussi des erreurs qu'on a faites au démarrage, c'est-à-dire que je me voyais beaucoup comme un assistant général et avec peut-être pas assez de leadership, pas assez de choses, de prise de décision de ma part, parce que j'avais envie que le reste de l'équipe prenne des décisions. Et du coup, maintenant, peut-être depuis le démarrage de la crise, peut-être plus, je me sens un peu plus patron, oui. Étrangement. Très intéressant, à front renversé évidemment. Merci, ça renforce. Merci à Stéphane Rios d'avoir témoigné de chez lui en visio, et il n'est pas à Paris. C'est évidemment un des exemples de l'entreprise libérée. Merci à vous, Jérémy, d'être venu sur le plateau apporter ses invités. Et on reparlera de l'entreprise libérée parce qu'effectivement, elle est au cœur des transformations des organisations. La suite de nos programmes, c'est le cercle RH. Là, on parle des entreprises. Alors, je ne sais pas si elles sont libérées. Elles sont à reprendre. Elles sont à transmettre aux proches, aux enfants, mais aussi à des repreneurs. Ce n'est pas si simple de reprendre une entreprise. Il y a presque 650 000 emplois qui sont en jeu. Ce sont des joyaux industriels qui parfois meurent parce qu'il y a faute de repreneurs. C'est évidemment un vivier d'emplois très fort pour notre économie. On fait le point avec des experts parce que la CCI Île-de-France et Paris lancent une très grande opération justement de transmission et de reprise d'entreprises. C'est tout de suite, restez avec nous. Le cercle RH avec notre débat quotidien, vous connaissez notre rendez-vous, vous êtes très nombreux à réagir d'ailleurs à nos débats. On parle de la transmission et de la reprise d'entreprises. Alors c'est un levier très très fort en matière d'emploi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais faute de repreneurs qui ferment, et si elles ferment évidemment, elles se séparent de leurs collaborateurs, c'est dans le tertiaire, c'est dans l'industriel. On fait le point parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont, j'ai envie de vous dire, inquiétants. À l'horizon 2021, il y a plus de les patrons de PME de plus de 60 ans, mais ils sont 30%. Ça veut dire que ce sont des patrons qui, en ce moment même, se disent il faut que je transmette, il faut qu'on reprenne. Ils commencent à faire des dîners de famille pour en parler à leurs enfants. Certains ne veulent pas reprendre, veulent vivre leur vie. Et c'est souvent là où le problème se pose. On fait le point parce que les CCI, notamment la CCI Île-de-France-Paris, mais toutes les CCI de France, lancent une vaste opération transfert du 9 au 20 novembre. On en parle avec les acteurs de ce dossier, des spécialistes. Dominique Restido, vous êtes un habitué de notre émission. Vous êtes assez souvent invité dans le cercle des experts. Merci d'être là. Président de la CCI de Paris, fondateur de MoveJ et très très en pointe sur ce dossier concernant la reprise d'entreprise. On va en parler avec vous. Vous avez signé une tribune dans l'opinion avec des chiffres effectivement qui sont assez inquiétants. Avec nous, Laurent Benoudiz, merci d'être là. Vous êtes associé à cette initiative, faut le préciser, président de l'Ordre des experts comptables. Avec nos amis des avocats. Et le barreau, les barreaux et le barreau de Paris en particulier, des experts comptables de Paris, Île-de-France. Et puis on est avec un acteur de ce dossier, Jérôme Pierucci. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de la société Pierce Group, une belle société qui est aujourd'hui, vous en tant que chef d'entreprise, êtes dans une démarche d'extension, de reprise, c'est bien ça ? Oui, exactement, de croissance externe. Croissance externe. Donc là, vous êtes en train, pour être très concret, pour savoir à quel endroit on vous prend dans le processus, vous avez prospecté, vous avez trouvé l'entreprise et vous êtes en train de la reprendre. Vous en êtes où là ? Non, pas tout à fait. Non, justement, on avait des projets de croissance externe qui ont été ralentis du fait de la crise sanitaire. Mais voilà, on est accompagné par la CCI sur ces projets-là et par des consultants indépendants. Bon. Voilà, donc je témoigne sur ces aspects d'accompagnement. D'ailleurs, je précise, parce qu'on avait le ministre hier qui disait aux entreprises, attention, restez bien chez vous. Avec vous, Jérôme, il n'y a personne dans l'entreprise, vous êtes tout seul. Tout le monde télétravaille, non mais on est d'accord.
On est à 100%. C'est ça. Sauf les dirigeants. Et preuve à l'image. Non, mais je fais un clin d'œil, c'est preuve à l'image. Effectivement, il n'y a pas de collaborateurs devant les écrans. Commençons, Dominique Restineau, par les chiffres que j'évoquais. Vous dites que c'est un défi majeur dans cette tribune de l'opinion. 648 000 salariés travaillent pour ces entreprises qui sont en possibilité de fermer ou d'être reprises. Et ce sont des emplois qui potentiellement sont menacés. Pourquoi cette initiative dans un contexte particulier d'une crise Covid où on le voyait il y a 2 minutes, il n'y a pas de visibilité, on ne sait pas comment on investit, comment on fait. C'est pas simple quand même là. Non, c'est pas simple. C'est important de le mettre dans le contexte. Bien sûr. Alors, et dans le contexte, depuis plusieurs années, avec Laurent, avec les experts comptables, et nous ont rejoint ensuite, puisque nous avions des événements, et on a essayé de faire ensemble 1 + 1 = 3, et on est allé chercher un 3e. Et c'est pas mal ça, 1 + 1 = 3. Oui, ça marche assez bien. Voilà, quand on est là au service des entreprises et des entrepreneurs, et des commerçants aussi d'ailleurs. Et nous avons monté depuis plusieurs années Transfert, qui est une marque, qui est l'événement en Ile-de-France, qui réunit l'ensemble des acteurs et également des cédants et des potentiels repreneurs. C'est un événement vous les faites se rencontrer. Physique habituellement. Qui était physique qui est physique habituellement, qui cette année a été 100% digitalisé. C'est une énorme production qui a été faite, ça dure toute une semaine, avec des conseils d'experts comptables, avec des conseils d'avocats, avec de la mise en relation, avec des cédants, des repreneurs. C'est véritablement l'événement de la session reprise d'entreprise. Alors, Transfert, c'est pas partout en France, mais la transmission d'entreprise, c'est partout en France, puisque les acteurs se réunissent là-dessus. Alors, on va donner la parole à Jérôme Pierucci, mais je vais donner la parole aux experts comptables. Juste une question de contexte, parce que pour ceux qui nous regardent, qui veulent comprendre, il y a 2 profils de repreneurs. Il y a celui qui est cadre sup, qui est salarié, et qui dit j'ai envie de tenter l'aventure. Personne physique. Et puis il y a une entreprise. Personne morale qui dit... Dans le cas de Jérôme, on va en parler. Exactement. Moi, je vais élargir mon champ de développement. Et on est d'accord, ce sont les 2 profils. Absolument. Juste d'un mot, et de plusieurs, Laurent Benoudis, il y a un aspect technique, on va le voir. Il y a un processus, et l'expert comptable est là pour accompagner évidemment ce processus. Il y a un jour, un chef d'entreprise qui vous dit, voilà, on fait notre bilan annuel, j'arrête. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'arrête, j'en peux plus, je vais vendre. Je ne sais pas si ça se passe comme ça. Là, c'est de la science-fiction. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, le plus gros frein à la transmission, c'est qu'il ne veut pas transmettre. C'est qu'il veut pas transmettre. On est d'accord. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Le problème. Si, il veut bien, mais après. Voilà, plus tard. Pas tout de suite. Non, mais je voulais évoquer l'aspect psychologique de celui qui transmet. Il a monté son bébé, il l'a développé, il a créé de l'emploi, il a fait grossir son bébé, puis tout d'un coup, il doit s'en séparer. En fait, le premier frein, c'est qu'en fait, souvent, il veut, mais il ne veut pas. En fait, moi, depuis des années, j'essaye de convaincre mes confrères d'aborder ce sujet avec les chefs d'entreprise. La psychologie. Et commencer à les sensibiliser en disant, mais est-ce que tu as réfléchi à la transmission? Est-ce que tu as réfléchi à ta succession? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as identifié au sein de ton équipe des gens qui seraient... De ta famille. De reprendre de ta famille. Voilà, est-ce que ça serait une session à l'extérieur? Et on ne peut pas imaginer gérer une boîte en imaginant qu'on est immortel et que ça va durer comme ça longtemps. Et ça fait partie de... Un patron, c'est souvent un peu omnipotent. Ben, c'est ça le problème. Ben oui. Voilà. Ouais. Et donc le critère de saine gestion, c'est justement de pouvoir prévoir le coup d'après et de pouvoir se projeter en se disant mais bon, qu'est-ce qui se passe si je disparais demain? Ça peut arriver brutalement. Mais qu'est-ce qui se passe aussi si j'ai besoin de renouveler un peu les équipes et d'avoir un encadrement autour de moi qui puisse me relayer voilà. J'ai lu dans l'opinion, si je ne m'abuse d'ailleurs, que les experts comptables, j'imagine que vous n'allez pas me contredire, disent qu'il faudrait presque s'y prendre 10 ans avant. Oui. En fait, anticiper 10 ans avant, se dire voilà, j'ai 50 ans. Moi j'avais 5 ans, mais... 5 ans, moi j'ai eu 10 ans. Écoute, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. C'est ça. Mais quand on discute avec des entreprises familiales, vous savez, en France, notre problème, c'est le manque d'ETI. Et souvent, les ETI, ça ne se fait pas en une génération, ça se fait en 2, 3 générations. C'est des entreprises qui ont été créées par ton grand-père, et le père. Et, voilà. Et quand on interroge les dirigeants d'ETI, on lui dit à quel moment vous avez pensé à la transmission? Et puis il te répond, le jour où j'ai pris les graines de l'entreprise, ma première obsession, c'était de savoir à qui j'allais la transmettre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc en fait, la transmission, ça se prépare en permanence quand on a une boîte d'une certaine taille. Voilà. Quand on est créateur de son entreprise, évidemment, on n'a pas ça en tête. On crée la boîte, on est dedans à 100%, c'est différent. Jérôme Pierucci, juste, vous êtes allé voir votre commissaire aux comptes, votre expert comptable. Comment s'est passée votre démarche? Les tout premiers mots. Vous avez une entreprise qui marche bien. D'ailleurs, quelle est l'activité que vous faites? Vous ne l'avez pas présentée, votre entreprise?
On est un cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration de la performance client et de la performance fournisseur. On travaille sur les achats et sur la vente. D'accord. L'accompagnement. On s'est créé il y a 8 ans. En décembre, on a fêté nos 8 ans. On a à peu près 200 collaborateurs en France et à l'international. Et nous, on fait l'objet d'une création d'entreprise. D'accord. Belle entreprise. Jérôme, là, vous êtes en expansion externe. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait votre expert comptable? Je cherche une boîte à reprendre. Déjà, on a contacté notre expert comptable, notre CAC, et puis on a contacté 2 autres acteurs. Le premier, c'était un consultant indépendant qui s'appelle Xavier Lessac, et je reviendrai sur son rôle. Et puis également la CCI, au travers de l'équipe de Dominique et de Branca, pour rechercher des cibles. Et on leur a dit, voilà, nous, de la croissance organique, on sait faire. On a démontré ce modèle-là depuis la création. Maintenant, on cherche à faire de la croissance externe. Et dans ce cadre-là, on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Voilà. Et donc, les premières étapes d'accompagnement ont été de définir un peu la roadmap, de définir quelles pouvaient être les cibles, de rechercher ces cibles, et c'est là où un conseil externe est assez intéressant. Un accompagnement. Exactement. Dominique Restineau, quel est l'intérêt, pour poser des questions un peu de béotien, qu'un chef d'entreprise, qui a une entreprise qui marche très bien, 200 collaborateurs, qui fait un chiffre de croissance positif, se dise, tiens, je vais aller m'agrandir à l'extérieur. Il pourrait très bien considérer que son business se développe, il continue à développer, il crée de l'emploi. Il continue à se développer, sauf qu'il y a 2 méthodes pour se développer. Comme Jérôme l'a dit, il y a de la croissance organique, c'est-à-dire le développement que vous faites avec vos collaborateurs, vous embauchez, tout ça. Et puis, l'acquisition, le partenariat, le rapprochement avec d'autres entreprises, généralement plus petites, mais on a vu de temps en temps où c'était presque égal, pour se développer et prendre des parts de marché, pour pouvoir s'ouvrir également à l'international. C'est ce qui va faire que les entreprises, on va aller sur ce que disait Laurent, davantage vers des ETI qui sont extrêmement importantes pour notre pays, pour créer de la dynamique entrepreneuriale et créer de l'emploi. Parce que l'enjeu, vous n'en parlez pas, mon cher Arnaud, mais l'enjeu, c'est de faire grandir les entreprises. Mais il y a une conséquence à tout ça. Quand on parle de toutes ces entreprises qui sont, on est en Ile-de-France, mais sur l'ensemble de la France. Moi, cette mission, je l'ai pour CCI France. Et donc sur l'ensemble de la France. Oui, non, mais ça, c'est 684 000 en Ile-de-France, c'est pas en France. C'est combien en France? J'ai plus les chiffres, mais c'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Et vous avez combien d'entreprises, de TPE, de PME? C'est 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Donc sur toute la France, qui irrigue l'économie, et pas que, qui irrigue également tout ce qui est la sociabilité dans les territoires, dans les régions. Et c'est ce qui permet à des gens de travailler, de vivre, de bien vivre, et pas que en Ile-de-France ou pas que dans les grandes métropoles. Et nous avons besoin de cette relève que des chefs d'entreprise, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. On parle beaucoup de la création d'entreprises pures. Bien sûr. Créer votre boîte, ça a été vraiment vendu dans les médias. La reprise, la transmission, objectivement, trop peu. Les banques, d'un mot, parce que je suis chef d'entreprise, j'ai une belle entreprise, j'essaie d'aller chercher du développement externe. Elles jouent le jeu, les banques, sur ces questions? Oui, en fait, elles adorent accompagner des repreneurs qui ont fait leurs preuves. Alors là, ça marche avec Jérôme. Sans aucun problème. Alors, une belle entreprise, là, ça marche très bien. Oui, ça n'a pas de problème. Plus compliqué pour quelqu'un qui souhaite se reconvertir et qui n'a pas l'expérience de la direction d'une entreprise. Il y a toujours une inconnue pour le banquier, c'est compliqué. Vous avez fait quoi? C'est quoi votre profil? Vous allez pouvoir gérer alors, maintenant, s'il y a une part d'apport initial importante, mais importante, c'est peut-être 20-30% du prix d'acquisition de la boîte. C'est pas rien. C'est pas rien. À ce moment-là, la banque, souvent, peut suivre. C'est important cette question-là. Bien sûr, il y a plusieurs années. Moi j'ai envie de reprendre, mais on me dit, mais attendez, monsieur, mais c'est pas votre métier. Il faut regarder également par rapport à l'entreprise cible et qui est à vendre. Il y a des critères. Je veux dire, s'il n'y a pas un rond en face, vous allez avoir du mal à racheter une entreprise. Mais la chose qui est importante également, vous parlez des banques, c'est qu'il y a des acteurs qui sont là également pour accompagner. Je veux dire, chaque région aujourd'hui soutient avec des fonds pour pouvoir faire la BPI est dans la boucle. Là où nous sommes très très contents, c'est que cette année, pour la première fois,
nous avons BPI France à qui nous avons proposé de venir. Évidemment, c'est un acteur important, et notamment avec la caution et les prises de participation également pour accompagner les entrepreneurs, et puis la région. Et c'est véritablement, je veux dire, c'est tout l'écosystème spécialisé autour de la cession et de la reprise d'entreprise qui est là. Ça fait partie de l'écosystème entrepreneurial, mais avec des profils qui sont différents, mais même au niveau des avocats, des experts comptables, ils ont également certains profils qui sont plus orientés, une grosse clientèle dans ça ou ça. Encore une fois, question de Béotien, on entend souvent quand on s'intéresse au sujet éco, cette boîte vient d'être achetée par un gros groupe, et quand on dit ça de cette manière, ça donne le sentiment que ce gros groupe, en fait, va écrabouiller la petite, un peu, voilà, on écrase le moustique, et la boîte, même si elle a été reprise, elle disparaît. C'est faux ou c'est vrai, ça ? Ça dépend. Mais oui, vous voyez, je suis pas totalement. Ça arrive. Ça arrive. En fait, au-delà d'une certaine taille, c'est certain qu'il est possible qu'il puisse y avoir de la délocalisation. Pourquoi on aime les ETI, en fait ? Parce que l'ETI, c'est l'entreprise qui produit en France et qui vend à l'export. Ce que la PME ne sait pas faire parce qu'elle est trop petite, et ce que le grand groupe ne fait pas parce que lui, il produit directement dans le pays où il va vendre. C'est ça. Donc l'ETI, c'est l'entreprise qui ça, c'est la cible importante à développer. Exactement. Mais c'est rarement le cas quand même. Ça arrive, mais c'est rarement le cas. Parce qu'il y a surtout un continuum dans tout ce qui est transmission. Le cédant, il va vendre, ou la cédante va vendre le passé. L'acheteur, lui, il va acheter l'avenir. Mais attendez, Jérôme, excusez-moi d'être un peu abrupt, mais vous cherchez quoi comme profil d'entreprise ? Vous me disiez, moi je suis en prospection, j'ai fait le point avec l'expert comptable. Vous avez une entreprise de conseil, d'accompagnement dans la relation client. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui ? Comment est née cette idée de vous élargir par l'extérieur ? C'est naturel. La croissance externe, pour nous, c'est significatif. Ça va signifier complément d'offres, création de nouvelles activités. Voilà, donc les cibles qu'on recherche sont des sociétés qui sont complémentaires à notre activité de conseil, qui font déjà du conseil et qui interviennent sur des secteurs complémentaires au nôtre. Voilà, donc c'est cet axe-là qui motive notre volonté de faire la croissance externe. Mais Jérôme, c'est un tout petit milieu, c'est comme le milieu du journalisme. Vous benchmarkez, vous savez où est la concurrence. J'imagine que vous avez quelques cibles, non ? Oui, on a des cibles. Après, on est toujours surpris aussi de découvrir les sociétés. C'est là où la CCI a un rôle assez intéressant parce que, avec le panel de sociétés qu'elle encadre, elle nous fait rencontrer aussi des sociétés qu'on ne connaissait pas dans notre secteur. Donc c'est toujours intéressant, surtout en région. Dominique Restineau, l'accompagnement est fondamental. C'est-à-dire prendre par la main par la relation avec l'expert comptable, mais au-delà, presque un travail du quotidien de l'accompagnant, parce qu'il faut que la personne, j'ai lu, il faut que celui qui transmet aille vraiment au bout. Il arrive parfois que la personne, la veille, dise finalement, je ne transmets plus, et celui en face, évidemment, il a une déconvenue. Je ne vais pas partir à la pêche et je vais continuer mon activité. C'est ça. Et c'est tout l'intérêt que nous avons eu avec Laurent, de pouvoir faire en sorte que tous les acteurs se réunissent et travaillent ensemble, parce que chacun a son expertise, son expérience et son rôle. Moi, je ne suis pas expert comptable. Ils sont là avec les experts comptables, les avocats, c'est ceux dont on a besoin. Les notaires aussi, on peut en avoir besoin, évidemment. Et donc, nous, la Chambre de commerce, c'est de travailler, de réunir, d'accompagner le cédant et le repreneur, et également de l'aider à se constituer une équipe, son avocat. Voilà. Quand c'est une personne morale, bien sûr, ils ont déjà l'avocat. Mais pas toujours. Un cadre pas toujours avec un cadre sup et tout ça. Et c'est ce lien, c'est ça, j'aime ce continuum, ce lien. Mais Dominique Restineau, on est dans une crise forte on nous annonce un certain nombre de commerçants, de petites entreprises qui vont fermer parce qu'elles ont évidemment elles ont subi le Covid. J'imagine que là vous êtes en train de recenser PME, commerçants, de ceux qui ont plus de 55 ans, et vous dites, ceux-là, ils sont déjà en difficulté, il va y avoir des rachats à la baisse. Excusez-moi d'être un peu direct. Et oui, les fonds de commerce vont se vendre moins cher, les entreprises aussi. L'expert comptable, elle mieux le dire que moi, sur les bilans. L'impact de la crise sur la valorisation des entreprises, c'est sûr qu'il n'est pas bon. On a de la dette, et on n'a rien en face puisqu'on a financé des pertes, on n'a pas des actifs. Et puis on a des PGE parfois. Voilà, exactement. On a endetté l'entreprise, on a baissé sa valeur. Maintenant, il va falloir faire le tri à l'intérieur de tout ça parce que certaines entreprises ont au contraire montré leur capacité de résilience et leur capacité à dépasser la crise. Et là, pour un acheteur, c'est un vrai bonus. C'est-à-dire que si la boîte était capable, dans ce contexte, le contexte de la crise sanitaire, de maintenir son chiffre, là, elle vaut plus cher. Elle vaut plus cher. Donc l'impact n'est pas nécessairement négatif pour tout le monde. Vous recensez
recensés? Vous avez une liste là aujourd'hui de vous dire, on en a 3000. On fait savoir, mais la Transfer Week, tout cet événement aura lieu la semaine prochaine, de lundi à vendredi, sur l'ouverture, la conférence d'ouverture. En virtuel, hein? En virtuel. On va sur le site de la CCI pour ceux qui veulent s'inscrire. Transfert.fr, transfert FAIR, absolument, faire la transmission et faire la transmission. Exactement. Comment dirais-je, il y aura dans cette conférence d'ouverture, après bien sûr les mots du ministre, évidemment, c'est important pour le gouvernement, il y aura une femme, elles sont 2 femmes en réalité, qui ont repris une entreprise de taille humaine, j'ai envie de dire. Elles l'ont rachetée au mois de juin. Elles y sont allées. Alors elles ont sorti de Covid, tout ça. Sortie de confinement. Sortie de confinement, pardon. Sortie de Covid. Je me suis mal exprimé. Confinement. C'est un lapsus. Comment Confinement 1. C'est l'espoir, ça c'est normal. Mais comment dirais-je, et elles sont dedans. Bien sûr qu'il y a eu une baisse de chiffre d'affaires pour différentes raisons. Mais il y a un outil, il y a un travail, il y a une envie, il y a voilà. Puis vous savez, reprendre une entreprise, c'est un parcours important qui dure généralement entre 12 et 18 mois. Et donc il faut véritablement un accompagnement. C'est parce que c'est plus qu'un job de chercher une entreprise à reprendre ou à racheter. Et puis la CD, c'est souvent aussi un crève-cœur. Voilà. Ça peut être un crève-cœur. Moi, j'ai vendu des entreprises. J'ai créé une première entreprise, j'avais 24 ans, je l'ai vendue 20 ans après. On parle souvent de l'âge du capitaine, 55, 60 ans. C'est là où ça... Oui, non, mais bien sûr. Mais justement, on peut regarder également des entreprises où l'âge du capitaine n'a pas forcément 70 ou 80 ans. C'est une possibilité, bien sûr. Et Laurent le voit très fréquemment. Mais c'est cet accompagnement, et c'est ça la force de Transfert. Et c'est du 16 au 20 novembre. C'est la Transfer Week. Moi, je fais la propagande, la publicité pour ça. Bien sûr. Parce que c'est un enjeu capital, c'est de la croissance, c'est de la résilience, comme l'a dit Laurent, c'est l'économie réelle de notre pays, de nos territoires, et c'est les emplois dedans. Alors, c'est davantage orienté sur les TPE, PME. Moins commerçants, hein, on a bien compris. Voilà, non, c'est des entreprises TPE, PME. C'est un autre marché. Même des petites entreprises, d'ailleurs, c'est important, qui ont un outil industriel. Il y a un salarié parfois, mais l'outil industriel est à reprendre, sinon il disparaît. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs pour les salariés? Excusez-moi, une question un peu technique. L'expert comptable, l'entrepreneur dit moi je ferme, j'ai pas de repreneur, mes enfants ne reprennent pas, j'ai trouvé personne, on ferme l'entreprise juridiquement et les salariés sont licenciés? Oui, c'est ce qu'on veut éviter. C'est ce qu'on veut éviter. On a régulièrement chaque année des emplois qui disparaissent parce que l'entreprise n'a pas trouvé de repreneur. C'est un vrai sujet. Alors qu'elle avait cherché ou elle n'avait pas cherché? Elle a cherché, mais pas toutes les entreprises n'ont pas un repreneur potentiel. Parfois on est sur des petites boîtes avec un savoir-faire. C'est vrai. Voilà, mais c'est même pas une question de prix. Hein. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'arrange? Si on n'arrive pas à trouver de repreneur, et bien à ce moment-là, on met la clé sur la porte, on ferme. Jérôme Pierucci, juste une dernière question. On a compris que vous étiez quand même dans un secteur que vous aviez repéré, vous êtes accompagné, vous l'avez évoqué, vous avez donné le nom de cette personne qui vous accompagne. Est-ce qu'il y a l'angoisse comme ça de vous dire, ça y est, on l'a trouvé, puis au dernier moment, la personne vous dit, bah non, je ne vends plus? C'est quelque chose que vous avez intégré, il y a ce risque-là quand même. Hein? Oui, on en a parlé au départ. C'est les principales causes d'arrêt de process sont le dirigeant qui, au final, dit j'y vais pas parce que j'y trouve pas l'intérêt, j'y vais pas parce que la valorisation ne m'intéresse pas, ou j'y vais pas parce que le projet derrière, je veux pas le laisser. En tout cas, je veux pas rentrer dans le... C'est ça. C'est une histoire d'amour en fait. Faut que ça colle, faut que ça matche en fait. Et c'est là où l'accompagnement externe est très précieux parce qu'il nous permet de rechercher les cibles de manière discrète, de faire les premières approches, de créer l'intérêt. Et l'intérêt, nous, on sait parler à d'autres entrepreneurs et expliquer ce qu'on souhaite faire. Le tiers de confiance, peut-être la CCI là-dessus, et Xavier Lessac qui vous a accompagné, crée aussi la traduction qu'il peut y avoir entre ces deux entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur qui va céder son entreprise a toujours du mal au dernier moment de dire ok j'y vais ou ok je rentre dans ce nouveau projet-là parce qu'il y a une forme de perte de liberté, parce qu'il y a une forme de partage et ça c'est toujours un risque et c'est là où avancer avec des conseils est vraiment précieux pour nous. Donc la passion qui vous habite à travers ces événements, une semaine, pour que vous puissiez vous connecter, vous chercher une entreprise ou vous souhaitez la céder, eh bien vous avez cet événement, mais on entend quand même pour nous quitter que c'est quand même un peu une histoire d'amour. On y a mis sa vie, on y a mis sa chair. Bien sûr. Et il faut que celui qui vient la chercher, cette boîte, il donne quelques gages comme ça, des signes un peu forts. Vous êtes d'accord? Sinon, ça colle pas. En vérité, le prix est loin d'être le premier. C'est ce que j'ai vu. De rapprochement. Il faut que ça marche. Le projet. Il y a le projet, l'envie de transmettre à quelqu'un dont on peut imaginer qu'il puisse
poursuivre. Continuer à aimer cette belle entreprise. Et puis, le chef d'entreprise, il est attaché à ses collaborateurs. Et qu'il ne licencie pas la moitié des... Exactement. Donc le projet est plus important. Ça rentre dans les clauses d'ailleurs. J'ai vu c'est un élément très clair. Et Jérôme le dit très bien, avec la CCI, les experts comptables, les avocats, la CCI, elle est tiers de confiance. Elle a ce rôle-là. C'est l'intérêt de l'entreprise et des entreprises et des entrepreneurs, du développement économique. Moi, j'ai un souvenir, dans les années 2000, on avait une entreprise qui faisait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, que j'ai vendu par la suite avec mes associés. Et on a failli racheter une entreprise. On était sur le point de racheter une entreprise qui était significative et en plus à l'étranger, de quelqu'un qu'on connaissait très bien, mais on l'a fait sans être accompagné. Et on l'a fait, en plus on connaissait la personne. Et alors ? Et alors, c'est là où l'intérêt d'être accompagné, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour des garde-fous. Et vous dites attention, warning ici. Attention, warning là, voilà. Parce qu'on y croit, on y va, et puis au dernier moment, c'est parti en fumée, et il n'y avait plus rien. Emporté par la passion, c'est bien d'avoir quelqu'un en recul, donc l'accompagnement, donc les experts comptables, et puis les accompagnants, je dirais, plus dans le coaching, dans la manière de porter le... Merci. Et il y a des formations également, 5 jours pour reprendre, à la Chambre de commerce, où les experts comptables interviennent, les avocats interviennent. C'est cette communauté entrepreneuriale autour de la session reprise d'entreprise. Je crois qu'on a besoin de conseils pratiques, d'être pris par la main sur cette question. Il faut surtout travailler en interprofessionnalité. C'est le moment. Avocat, notaire, expert comptable, CCI. Tout le monde aura le bon sens. Merci à Jérôme. Et les CMA, les chambres de métier également. Exactement. Merci à Jérôme Pierucci, le CEO de Pierce Group. Et vous êtes à la recherche, on l'aura compris, mais enfin vous êtes bien accompagné. Donc voilà. Mais pour ceux qui nous regardent, Pierce Group, allez sur Internet. Il a envie d'écarter un petit peu, d'ouvrir les ailes. Merci à vous, Dominique Restineau, président de la CCI de Paris, mais mandaté aussi sur ce vaste dossier de la transmission et de la reprise sur l'ensemble des CCI françaises. Absolument. Faut-il le préciser. Puis merci à Laurent Benoudiz d'être venu sur le plateau, président de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France, expert comptable vous-même, donc en relation régulière avec vos clients et vous les accompagnez. J'oublie pas le barreau, parce que c'est important, les avocats ont aussi un rôle. Absolument. Et tout ça, cofondateur de Transfert. Et cofondateur de Transfert, FAIR, si vous cherchez sur Internet, Transfert. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite. Restez avec nous. Chaque semaine, on accueille. Et bien là, c'est une success story d'une femme qui a quitté la France pour partir aux États-Unis. Elle le raconte dans son livre, elle donne des conseils, elle fait du networking. Voilà, on la reçoit dans quelques instants. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un auteur, un écrivain, un expert. Nous recevons Biba Pedron. Bonjour Biba, merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Merci de votre invitation. Alors, vous sortez un livre parce que c'est l'objet évidemment de votre visite dans Smart Job. MDR, comme disent les jeunes, c'est pas mort de rire, vous allez nous l'expliquer, qui est la formule gagnante pour réussir sa vie. D'abord, vous avez été élu en 2014 par le Golden Mouse Award comme le business coach en marketing, donc une femme influente, et vous avez reçu d'autres... D'abord un mot, parce que quand je me suis penché à la fois sur votre livre et votre vie, j'ai trouvé que vous aviez une vie incroyable. Vous venez d'Alençon, si je ne m'abuse, vous avez été démonstratrice chez Moulinex, et puis un jour, vous avez renversé la table, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez potassé dans des bibliothèques à New York le marketing, vous vous êtes acclimaté à la langue et aujourd'hui vous êtes une femme d'affaires. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les États-Unis, c'était un rêve de petite fille depuis très très longtemps, probablement depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir. C'était juste un rêve. Et souvent, les gens pensent qu'un rêve, ça doit juste rester un rêve, surtout quand c'est un rêve d'enfant. Sauf que moi, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Donc, ça a pris du temps, ça a pris des années, effectivement. Il a fallu avoir plusieurs jobs, plusieurs activités. Et en fait, en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer le premier business à Paris le lundi matin, sans savoir ce que j'allais faire véritablement, sans savoir comment j'allais trouver de l'argent ni trouver des clients, mais simplement parce que ça allait être la possibilité pour moi d'avoir la liberté de partir quand je voulais, faire la navette quand je voulais aux États-Unis. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé. Après, ça a été la galère pour s'y installer parce qu'il y a des histoires de visa, c'est compliqué, où j'ai rencontré 5 avocats d'immigration qui m'ont dit que ce ne serait jamais possible et j'ai réalisé avec le 6e. Et puis petit à petit, effectivement, comme vous dites, j'ai appris à faire du business à l'américaine parce que je me suis aperçue là aussi que, donc c'est en 2001 que j'ai commencé à faire la navette, que le business en France et aux États-Unis, c'était pas du tout la même chose. Mais évidemment,
Alors, vous avez écrit plusieurs livres avant, je précise. Dans celui-ci, MDR, d'abord MDR, c'est ce que disent les jeunes, c'est mort de rire, c'est ce qu'ils mettent sur les SMS ou leurs messages Instagram. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans ce livre-là ? Alors, les livres précédents étaient essentiellement marketing. Celui-ci, il est plus mindset. Donc, si on devait traduire le mot mindset, on dirait état d'esprit, même si je trouve que le mot état d'esprit ne correspond pas au mindset américain, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Et en fait, dans ce cas-là, MDR, ça veut dire motivation plus détermination égale réalisation de tous vos rêves, de tous vos projets, de tous vos objectifs et même des rêves les plus fous. Donc, en fait, tout le livre explique que quelle que soit la situation de sa vie, en fait, on peut réaliser tous ses rêves. Et comme je dis toujours, on a le contrôle de sa vie. On n'a pas toujours le contrôle de ce qui se passe dans notre vie. La preuve, l'année a été un peu compliquée pour tout le monde. Mais on a toujours le contrôle et le pouvoir sur ses choix et sur ses décisions. Donc ce livre, c'est vraiment... Et c'est même plus qu'un livre, parce que je voudrais même l'emmener vers un mouvement MDR, de dire à tout le monde que quoi qu'il arrive, en fait, il ne faut jamais lâcher ses rêves, il ne faut jamais lâcher ses projets. Et même si le parcours peut être très compliqué, on peut y arriver. Et dans le livre, il y a mon histoire, mais il y a également l'histoire d'autres personnes de mon entourage, des clients ou des personnes que je connais, qui ont des histoires très très fortes, qui ont eu des choses très très importantes dans leur vie. Il y en a qui sont passés au travers de l'inceste, d'autres la guerre, le génocide et des choses comme ça. Et de montrer que, eh bien, quoi qu'il arrive, on peut se construire une vie. Et dès qu'on a ce shift, en fait, dès qu'on a le bon mindset, je pourrais dire un peu l'état d'esprit positif, on sait que tout peut arriver quoi qu'il arrive. C'est un mot qu'on utilise en France, vous parlez de mindset parce que vous êtes totalement imbibé de la culture américaine. En France, on parle de résilience, c'est la capacité aussi de résister aux pressions extérieures, aux violences extérieures, aux douleurs. Quelle a été votre force, vous ? Parce que, je veux dire, c'était chaotique, ça a été l'obstination, ça a été un charisme, parce que j'ai lu quand même que vos clients étaient un peu hallucinés de votre manière de faire du networking, c'est-à-dire votre capacité à créer du lien, à faire se rencontrer les gens. Et même aujourd'hui encore, vous racontez que vous continuez à faire ça en visio. C'est incroyable, ça tient sur votre charisme d'abord. Oui, je pense que déjà le fait que... Alors, quand j'étais petite, on me demandait toujours pourquoi les États-Unis. J'ai jamais vraiment pu répondre, c'était juste comme ça. Donc, et en fait, je me suis aperçue en arrivant sur place que, effectivement, ma mentalité, en fait, allait plus vers le côté américain, le côté je fais des choses, le côté même si je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Je réfléchis pas trop, je fais d'abord. Le où, quoi, comment, je le cherche pas. Je prends la décision que je vais faire quelque chose et je le fais jusqu'au bout, même si, entre-temps, il y a un certain nombre d'obstacles qui arrivent. Et justement, le premier business que j'ai lancé aux États-Unis, c'était d'organiser des soirées networking, ce que j'ai fait à New York pendant 5 ans. Alors qu'en France, en 98, la première activité que j'avais montée, c'était du télémarketing. Parce que je voulais, parce que moi, en fait, je voulais un business que je puisse déplacer à un moment donné aux États-Unis. Les invités, Dominique Restido qui est avec nous et qui est resté avec nous, avec Laurent Benoudis, ça vous évoque quoi, la success story d'une Française qui rêve d'aller aux États-Unis ? Ce que vient de dire Biba, ça me rappelle un souvenir. En 98, j'étais aux États-Unis. Puisque dans une promo d'une école qui est l'exécutive MBA d'HEC aujourd'hui, une école de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, et des gens à qui on donnait nos cartes de visite parce qu'il y avait plein de rencontres qu'on faisait, et un soir, il y avait une soirée networking, et les gens nous donnaient leurs cartes de visite, et dessus, il y avait une adresse email. Ah, c'est quoi je peux vous garantir qu'en 98, vous devez le savoir, il n'y avait pas beaucoup d'adresses email sur nos cartes de visite. Ouais. Et là, c'est là où j'ai découvert ça. Ils en avaient tous un. C'était assez hallucinant. Mais Biba, d'une manière abrupte, avant de nous quitter, malheureusement le temps presse, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger comme ça à nous faire rêver et nous dire que tout est possible, alors qu'on sait que la vie est difficile, qu'on se casse la figure et que parfois, même quand on repart au combat, on n'y arrive pas ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Non, parce que justement, mon souhait avec ce livre et ce mouvement, c'est qu'il y a effectivement une différence de mentalité entre la France et les États-Unis, où en France, on est plutôt à voir le verre à moitié vide, alors qu'aux États-Unis, il est plutôt à moitié plein. Donc c'est de prouver justement, et le livre fait 320 pages, donc c'est 320 pages qui prouvent effectivement que c'est pas juste du rêve, qu'on peut avoir un rêve, effectivement, mais si on n'en fait rien, si on passe jamais à l'action, ça reste qu'un rêve. Par contre, si, moi j'ai cette expression, si on a vraiment ça au fond de ses tripes, et que quoique le nombre de noms qu'on va nous dire chaque fois qu'un nom va nous booster, eh bien il n'y a rien qui peut nous arrêter, mais une fois de plus, je ne dis pas que c'est simple, on a plein d'obstacles, dans le livre je raconte effectivement... par tout ce que je suis passée, mais simplement que c'est possible, et mon livre il est là, et peut-être que s'il est sorti cette année alors que ça faisait 3-4 ans que j'avais ce projet,
peut-être pas par hasard au niveau du calendrier, même si je l'ai fini à ce moment-là, mais cette année-là, je pense que les gens ont encore plus besoin de se dire oui, c'est possible et oui, je vais me relever quelle que soit la situation et que ce soit la situation de cette année de 2020. Biba, c'était un plaisir de nous accueillir. L'émission est terminée. Malheureusement, Dominique Cristino, vous ne pourrez pas prolonger ce que vient de nous dire Biba Pedron. MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme et une petite pincée de mysticisme à la fin de l'interview de Biba. Voilà, il faut croire en soi. Il faut qu'elle revienne en France parce qu'en France, il y a cet esprit entrepreneurial qu'on avait rarement vu depuis des années. Et l'esprit de conquête est également en France et notamment avec les entrepreneurs. Revenez en France, Biba. Revenez en France. Et en bien. Et sur le plateau de Smart Job et de Bismart, vous serez la bienvenue. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci aux équipes techniques, aux réalisateurs. C'est pas Hector aujourd'hui, mais c'est Fanny Griesmer qui était dans mon oreille. Je la remercie évidemment, comme chaque jour, pour son travail. Et merci à tous nos invités. Merci à la passion que vous mettez à défendre les entreprises et l'emploi sur ce plateau. On se retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles aventures. On se retrouve mardi pour de nouvelles aventures. Merci, restez fidèles à nos programmes.